Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce lundi 25 novembre. Toute l'actualité près de chez vous, reportage, interview, portrait et votre météo à venir. Et pour débuter votre journal, la cérémonie ce matin de passation de commandement au centre de secours du corps des sapeurs-pompiers à la Condamine. Les tout derniers progrès en matière d'intelligence artificielle et leurs nouvelles applications dans notre quotidien qui vont désormais passer de plus en plus par la voix. C'est l'évolution du moment dans ce domaine si particulier. Mathieu Valloire, spécialiste en la matière, nous en dira un peu plus dans un instant. Comme bien des lundis, on ouvrira une grande page sport avec le génial stratège Antoine Dupont, célébré comme il se doit hier au World Rugby Awards. Le Monaco Baking sous la pluie, mais avec des champions de vélo qui ont tenu leur rang, à l'image du vainqueur du dimanche, le tout récent champion du monde Tadej Pogačar, incontestablement le cycliste de l'année. La fin de saison en tennis et les adieux de Rafael Nadal. Fabrice Abgral, journaliste spécialisé à France Info, nous dressera le bilan de l'année et les perspectives 2025 avec un Yannick Sinner au sommet après sa victoire avec l'Italie hier en finale de la Coupe Davis. Enfin, vous retrouverez votre chronique, Ceux qui font Monaco, avec Christinda Petit-Homel, qui ce soir vous conduira devant l'entrée de l'auto-école Bonne Conduite. À l'occasion, ce lundi, de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, le ministre d'État a organisé une réunion de travail en présence des membres du gouvernement, des services administratifs du secteur associatif et de la société civile impliqués dans l'accueil et la prise en charge des femmes victimes de violences. Cette réunion a donné l'occasion aujourd'hui aux acteurs de terrain et aux responsables de partager un même espace de discussion. Didier Guillaume a tenu à rappeler toute l'importance que le gouvernement princier attache à la défense des droits des femmes. Cette journée, je cite, me tient à cœur car les femmes qui sont les premières victimes de violences domestiques méritent que leurs paroles soient écoutées, entendues et considérées. Lorsqu'on regarde ce qui se passe dans le monde, le combat est planétaire, il n'y a pas un pays au monde qui y échappe et la principauté n'est pas dans une bulle, a précisé le ministre d'État. En date du 1er novembre, la direction de la Sûreté publique a recensé 49 cas de violence contre 46 sur la même période l'an dernier. Des chiffres en légère hausse qui font état d'une augmentation des signalements dans une époque où la parole des femmes continue de se libérer. C'est ce qu'a indiqué pour sa part le conseiller de gouvernement Lionel Beffre. Du changement en ce qui concerne le commandement au sein de la caserne des sapeurs-pompiers de Monaco à la Condamine, une cérémonie officielle a eu lieu ce matin. Reportage de Fabien Bonilla et Marie-Ève B. La caserne de la Condamine comprend 80 sapeurs-pompiers et désormais un nouveau chef de centre. Une prise d'armes a été effectuée ce lundi matin en présence du ministre de l'Intérieur. La passation de commandement s'est faite entre l'adjudant-chef Jean-Christophe Mazzotti, qui rejoint le BPCO à l'état-major, et l'adjudant Laurent Audibert, qui devient donc le nouveau chef de centre de la Condamine. Laurent Audibert a débuté sa carrière de sapeur-pompier à Monaco il y a 23 ans, en 2001. C'est une grande fierté. Comme je l'ai dit dans le discours, c'est un témoignage aussi de confiance du commandement. Qu'est-ce que vous allez faire? Quelles seront vos missions, vos objectifs? Déjà de perpétuer ce que le commandement et ce que le chef de centre a fait auparavant. Toujours guider avec bienveillance les sapeurs-pompiers du centre, de faire leur planning, les formations et tout ça dans la bonne humeur. Lors de cette passation de commandement, 2 sapeurs-pompiers ont été félicités pour avoir empêché une personne de mettre fin à ses jours à Beau-Soleil en juillet dernier. Je pense au caporal Anthony Baudry. Et enfin, lors de son discours, le nouveau chef de centre de la Condamine a tenu à rendre hommage aux pompiers, aux frères d'armes disparus ces dernières années. Vous pouvez dès aujourd'hui compter sur ma loyauté et ma fidélité envers vous, envers le centre et envers l'ensemble du corps. Créés en 2001, les Rugby World Awards ont récompensé ce week-end les meilleurs joueurs et joueuses de rugby de l'année 2024. Une nouvelle fois organisée en principauté, la salle des étoiles du Sporting a accueilli hier le rugby et toutes ses stars. Entre tapis rouge, cérémonie et remise de trophées, cette 23e édition a été marquée par un nouvel exploit d'Antoine Dupont. Gaëtan Lebrun avec Thomas Deus. Pour la 2e fois, les Rugby World Awards ont choisi Monaco pour célébrer le rugby et ses valeurs. Une 23e édition qui a une nouvelle fois récompensé les meilleurs joueurs, joueuses et entraîneurs du monde. Cette année, 14 trophées ont été remis durant la cérémonie,
Comme depuis 2021, les vainqueurs de 7 catégories sont élus grâce au vote du public et les 7 autres par les votes d'éminents membres et personnalités du monde du rugby. Et cette année, les Français ont brillé. Jérôme Daré, coach de l'équipe de France de rugby à 7, championne olympique au JO de Paris, s'est vu remettre le trophée de meilleur entraîneur. Aux côtés de Nolan Le Garec, le jeune demi de mêlée du Racing, a lui obtenu le trophée du plus bel essai de l'année. Ouais, beaucoup de fierté, aussi ça compense le travail de notre équipe cette année. Une belle action à la française, je dirais. Et, dans un beau stade devant notre public, donc c'était assez sympa. C'est sûr que c'est des bons moments, ça donne envie quand on voit tous les grands joueurs qu'il y a ici et les chemins qu'ils ont parcourus. C'est vrai que c'est motivant, il me reste beaucoup de chemin, mais c'est vers quoi on tend. Je pense que tout joueur ou sportif professionnel essaye de développer son potentiel au maximum, donc j'espère que je pourrai continuer aux progressions et si j'ai l'honneur de revenir sur des soirées comme ça sera toujours bon signe. It's an immense emotion and honor to receive this award tonight. Thank you, World Rugby. But it's not an award just for me. It's for entire French Rugby Sevens team, and they are the heart and the soul of this fantastic achievement. Très attendu hier, Antoine Dupont a lui été élu meilleur joueur de rugby à 7 de l'année, un trophée qui récompense son incroyable épopée jusqu'au titre olympique en juillet à Paris. Il devient le premier joueur de l'histoire à avoir été sacré meilleur joueur du monde de rugby à 15 et meilleur joueur du monde de rugby à 7 dans sa carrière. C'est toujours dur de réaliser la dénomination de meilleur joueur du monde, c'est très fort et malgré ça on joue dans un sport collectif. Et je pense que la notion de solidarité de collectif elle est encore plus forte au rugby à 7 où on sait que si une erreur individuelle ou si on ne se donne pas pour le coéquipier d'à côté, on le pécage. Donc je remercie encore une fois mes partenaires et aussi le staff qui m'a permis de vivre tout ça. Pour le moment, l'année est quasiment infinie de toute façon. Je n'aurais pas pu espérer mieux que tout ce que j'ai vécu et je suis conscient de la chance que j'ai eue. J'essaye de savourer au maximum, mais maintenant, comme on le dit souvent, le plus dur, c'est pas d'arriver en haut, c'est d'y rester. C'est ce qu'avec le club, on fait depuis plusieurs saisons maintenant, mais on sait les efforts que ça nécessite au quotidien. Donc j'espère pouvoir cultiver cette soif de victoire et continuer à gagner un maximum de choses, que ce soit avec mon club ou ma sélection. À vélo, le Baking Monaco est devenu un rendez-vous incontournable du cyclisme. Chaque année, les meilleurs coureurs de la planète se donnent rendez-vous en principauté dans le but de remporter la course bien sûr, mais aussi de promouvoir les valeurs de leur sport en soutenant des causes qui leur tiennent à cœur. Gaëtan Lebrun. La 4e édition du Baking Monaco a une nouvelle fois tenu toutes ses promesses. Malgré la pluie qui a rapidement perturbé le bon déroulé de l'événement, les meilleurs cyclistes du monde étaient bien présents ce dimanche pour cet événement prônant les valeurs et les bienfaits du cyclisme. Les coureurs ont pu prendre place au départ du Critérium aux alentours de 14 h. La course initialement prévue de 45 tours d'1,3 km autour du Port Hercule a été réduite à 20 tours à cause des intempéries, ce qui n'a pas empêché au champion du monde Tadej Pogačar de s'imposer ici. Longtemps dans le peloton de tête, le Slovène a su créer l'écart sur les 2 derniers tours et remporte son premier trophée en principauté, aux côtés du Danois Mats Pedersen et de l'Américain Michael Matthews venu compléter le podium. Matteo Trentin, organisateur de l'événement, a lui battu le record du tour le plus rapide avec un temps de 1 minute 45 secondes au 11e tour. Et la belle aventure entre Monaco et le cyclisme ne va pas s'arrêter là, puisque la Principauté accueillera le départ du Tour d'Espagne, la Vuelta, en fin d'été 2026. Fin de saison pour le tennis, avec le succès en Coupe Davis de l'équipe d'Italie hier, une dernière grande compétition synonyme également de retraite pour une des légendes de la petite balle jaune, l'iconique Rafael Nadal et ses 22 titres en Grand Chelem. Bilan de l'année ce soir avec le spécialiste tennis chez nos confrères de France Info, Fabrice Sabgral. Bonsoir à vous Fabrice. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver, vous venez de terminer la saison de tennis, vous étiez sur place à Malaga pour les adieux de Rafael Nadal et le sacre de l'Italie. Il y a eu les filles et cette fois c'était les garçons. En effet, avec Yannick Sinner, en effet, qui a largement contribué à la victoire de l'Italie, la deuxième d'affilée, le back-to-back de l'Italie. En effet, Yannick Sinner qui termine une saison en apothéose, 8 titres remportés cette année. C'est vraiment très impressionnant. Donc 2 grands chelems plus le Masters. Il a remporté 29 de ses 30 derniers matchs. Yannick Sinner, c'est l'homme de l'année et il finit numéro 1 mondial en toute logique évidemment. Et il apporte à l'Italie la Coupe Davis, la deuxième
deuxième d'affilée. Et pourtant, sur cette Coupe Davis, dernier acte de l'année, tous les yeux étaient braqués, tous les objectifs sur Rafael Nadal. Hein. Ouais, sur Rafael Nadal, on savait que c'était sa dernière compétition. On ne pensait pas que ça allait se terminer si tôt, en quart de finale, battu par les Pays-Bas. Et en plus, après, derrière, il y a eu la cérémonie qui a été un petit peu ratée, un petit peu gâchée, hein, il faut bien le reconnaître. Elle a été faite un petit peu dans la précipitation parce que c'était pas du tout ce qui était prévu. Il manquait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de personnalités qui étaient prévues pour les adieux de Rafael Nadal. On attendait le roi d'Espagne, on attendait Djokovic, on attendait Federer, on attendait Zinedine Zidane, on attendait Ronaldo. Mais ils avaient tous prévu de venir le week-end, à partir du vendredi, à partir des demi-finales. Et malheureusement, le parcours de l'Espagne s'est arrêté en quart de finale. Et bon, derrière, ça s'est plutôt mal passé parce que cette cérémonie n'était pas à la hauteur de la légende, était indigne de l'icône qu'est Rafael Nadal. Surtout qu'en souvenir, on a toujours cette sortie incroyable avec Roger Federer où c'est Rafael Nadal qui est presque le plus ému de voir partir son vieux rival. Vous avez tout à fait raison. Il était plus ému il y a 2 ans à la Lever Cup à Londres quand Roger Federer a pris sa retraite que il y a quelques jours quand il a pris lui-même sa retraite. C'était un petit peu paradoxal, mais bon, quand on connaît le personnage, on sait que c'est un garçon extrêmement sensible et il fait très attention aux autres. On l'a senti ému, mais pas si triste que ça finalement, parce que je pense qu'il s'y était préparé. Le plus grand de tous les temps. Ça me rappelle aussi Roger Federer. C'est un livre magnifique qui vient de sortir avec François Thomazeau aux éditions Nexergue. Ça, c'est bien pour Noël. Ce qui veut dire qu'il en reste un à faire de livre, celui sur Djokovic. Ah ça sera pareil, Novak Djokovic, et puis le sous-titre sera exactement le même, le plus grand de tous les temps, parce que on ne voulait pas choisir. On ne veut pas choisir, chacun a son opinion, c'est très subjectif, donc ce sont les plus grands joueurs de tous les temps. Celui qui achètera Nadal, ou qui achètera Federer, ou qui achètera plus tard Novak Djokovic, il sera content, parce que quand il verra le livre, il verra Roger Federer, Rafael Nadal ou Novak Djokovic, le plus grand de tous les temps. On va se retrouver, Fabrice Abgral, bien sûr, vous pour France Info et nous pour Monaco Info, au mois d'avril prochain pour retrouver certainement le futur plus grand numéro 1 de ces prochaines années. On est d'accord, Yannick Sinner, malgré ses soucis avec les règlements. Oui, d'ici là, il peut se passer encore beaucoup de choses. Il peut être suspendu, Yannick Sinner. Évidemment, on ne le souhaite pas, hein. Il ne cesse de clamer son innocence. C'est vrai qu'il faudra le suivre, Yannick Sinner, sur terre battue. C'est pas forcément sa surface préférée. Il va falloir suivre aussi Carlos Alcaraz, hein, qui a remporté Roland-Garros cette année. Et puis, il va falloir suivre aussi un certain Alexander Zverev, hein, qui est à la recherche de son premier titre du Grand Chelem. Pourquoi pas à Roland-Garros, hein, puisqu'il a fait finale cette année, avant d'être battu par Carlos Alcaraz, et il vise un premier titre du Grand Chelem, et pourquoi pas à Roland-Garros, et ça serait une belle rampe de lancement, Monte-Carlo pour Alexander Zverev. Donc voilà, oui, trois joueurs qu'il va falloir suivre sur terre battue à partir du tournoi de Monte-Carlo, évidemment, et puis bon, pourquoi pas des Français, hein, avec Arthur Fils notamment. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Oh là là, Yannick Noah, ça remonte, un dernier vainqueur de Roland-Garros. Merci beaucoup. Bonne soirée. Et n'oubliez pas, dès la fin de votre journal, on va parler ballon rond. Monaco, toujours bon dauphin du Paris Saint-Germain en Ligue 1. Et puis prêt à recevoir en Ligue des Champions mercredi le Benfica Lisbonne avant, dimanche prochain, de se rendre à Marseille. C'est au sommaire, bien sûr, ce soir des experts du foot avec Laurent Banide. Dernier reportage ce soir de notre série consacrée à la Semaine européenne de réduction des déchets. Les élèves de 6e du FANB sont venus présenter leur livre, une œuvre collégiale coécrite avec le chef étoilé Marcel Ravin. À l'intérieur, pas moins de 30 recettes créées par les enfants. Le chef en a rajouté 4, toujours avec comme idée force d'éviter tout gaspillage. Marie Bonnet-Blanc. 100 recettes proposées, seulement 30 retenues, testées et approuvées derrière les fourneaux des élèves avec une seule volonté, lutter contre le gaspillage alimentaire. Je suis fière parce que ça va aider les gens à faire moins de gaspillage et quand on se rend compte de tout le gaspillage qui est fait et le nombre de recettes qu'on peut en tirer, par exemple des épluchures de légumes, la moitié de ces recettes sont avec des épluchures de légumes, les carcasses et tout ça, et ça c'est alarmant de voir à quel point on gaspille. Un livre écrit avec Marcel Ravin, le célèbre chef étoilé, une fierté pour ses enfants qui ont proposé leurs propres recettes. Ma recette, c'est des boulettes de viande et pain rassis, c'est celle-là, page 34, c'est la dernière page. Et en fait, on a expliqué comment faire des boulettes avec du pain et du riz et du fromage. Aujourd'hui, leur public était principalement des parents, mais l'aventure ne s'arrête pas là. La prochaine étape, c'est le 10 décembre prochain. Les 5 sélectionnés ont des aliments qui sont imposés.
et des aliments de leur choix. Et ils vont devoir cuisiner dans les cuisines du Monte Carlo Bay avec le chef Ravin et son équipe. Les ingrédients sont pesés au départ, puis repeser ce qui reste à la fin pour voir qui a réussi à utiliser le plus possible des ingrédients proposés. Ce livre est disponible en version numérique et l'aventure continue pour ces élèves engagés. Monaco accueille jusqu'à jeudi la première réunion en présentiel cette fois du groupe de spécialistes des hippocampes et des dragons de mer de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Cet événement qui se déroule au Novotel et au Musée océanographique s'inscrit dans la continuité des actions menées par la Principauté en faveur de la conservation des hippocampes, initiée en partenariat avec le Sea Horse Project et sa présidente, le docteur Amanda Vincent. Cette réunion regroupe une quarantaine d'experts venus du monde entier pour faire avancer la recherche et échanger sur l'état des populations de ces espèces. On va parler maintenant d'intelligence artificielle, l'IA générative, qui n'en finit pas de se développer, notamment avec la voix qui prend de plus en plus de place visiblement dans notre quotidien. Alors avec nous ce soir, l'un des grands spécialistes en ce domaine, Mathieu Valloire de l'agence EY Faber-Novel. Il est avec nous en duplex. Bonsoir à vous. Bonsoir Christophe. On va donc parler de cette révolution qui est déjà en marche depuis longtemps, mais visiblement on travaille beaucoup plus sur la voix que l'image en ce moment. Même ceux qui ont des petits téléphones portables commencent à se poser pas mal de questions. La voix va donc pouvoir englober toutes sortes de données et toutes sortes de fonctions désormais. La voix aujourd'hui tend à révolutionner ce qu'on appelle l'interface homme-machine, la manière finalement dont l'humain va utiliser un ordinateur, un téléphone, une voiture, une caméra, des lunettes par exemple, et tend finalement à permettre à l'homme de faire beaucoup plus de choses qu'auparavant. L'homme reste au cœur du projet, même avec l'intelligence artificielle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut encore faire plus qu'Alexa ou à OK Google ? Les usages évoluent. Alexa, en l'occurrence, est en train de proposer une nouvelle version, une version un petit peu optimisée, améliorée, augmentée de sa solution numérique qui devrait être proposée assez rapidement au grand public. Donc effectivement, on va pouvoir faire plus, on va pouvoir faire mieux. Aujourd'hui, Alexa permet de faire des usages assez simples. On peut aussi parler, par exemple, de Google et de son OK Google. Demain, il faut imaginer une intelligence artificielle ou une voix qui serait capable d'exploiter toute la connaissance d'Internet pour répondre à des questions particulières, soit des questions qu'on peut se poser, ou de conduire des actions comme allumer la lumière, changer la climatisation, ou à l'inverse, par exemple, dans le cadre de la médecine ou de certaines autres applications, d'aider un médecin sur du compte-rendu ou sur de la rédaction, par exemple, d'emails ou de courrier. C'est du temps de gagner. Vous parlez du côté médical, c'est sûr qu'un rapport avec quelqu'un qui vous dit « Oui, alors aujourd'hui j'ai consulté machin », ça ira beaucoup plus vite en traduction, comme un texte d'ailleurs à traduire dans notre langue, mais également pour la maison, cette maison connectée dont beaucoup de monde rêve ou pas, mais qui nous fait gagner pas mal d'argent aussi. La voix aujourd'hui permet de transmettre beaucoup plus d'informations que ce qu'on est capable de le faire par écrit. Ça permet aussi finalement à ces entités, à ces entreprises de capter aussi des éléments. Il est plus facile de vous parler à vous là maintenant que de rédiger, mais ça nécessite aussi de réfléchir à ce qu'on va dire. Mathieu Valloire, il y a quand même un petit souci. Moi, j'aime bien l'emploi de la voix, moi qui étais un homme de radio, de télévision. En radio, on sait qu'on fait passer des messages différents puisqu'on n'a pas l'image, donc on décrit. Et puis on a une intonation. Quand on veut donner un ordre, répondez à ma question ou j'aimerais bien que vous puissiez répondre à ma question. Et c'est complètement différent. Comment ça va se passer pour que l'intelligence artificielle comprenne que finalement on a besoin d'aide et que ce ne soit pas uniquement un ordre? Alors, elle a la possibilité, au travers de différentes technologies, de comprendre petit à petit et de déceler des petites modifications d'intonation. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Aujourd'hui, on se concentre majoritairement sur la compréhension d'un contexte. Là, par exemple, quand on échange ici, elle aurait la capacité de comprendre ce qu'on se raconte, de comprendre le contexte autour duquel nous sommes en train d'échanger, et finalement de nous suggérer et de nous transmettre des réponses. ChatGPT, pour les nommer par exemple, ont sorti dans leur dernière version qui est accessible au grand public la possibilité d'échanger en temps réel avec une intelligence artificielle qui a cette capacité en tout cas de mimer certaines émotions, de mimer entre guillemets la colère, la joie, et de comprendre aussi, malgré l'accent, que nous sommes du nord ou du sud de la France, que nous parlions un bon anglais ou un anglais un peu plus français, on va dire. ChatGPT, pour ne pas les nommer, ont la possibilité de parler 95 langues différentes et de les comprendre. Donc après, c'est plutôt sur les logiciels qui s'occupent de les transcrire, de transformer finalement la voix qu'ils entendent en texte, par exemple, ou surtout de comprendre
éléments autour. Les protections de données, c'est toujours un sujet, comme les cyberattaques, on est loin d'en être sorti, il faut vraiment mettre des barrières partout. Ça, comment va-t-on faire avec l'intelligence artificielle? Parce qu'on ouvre quand même des portes assez incroyables, des portes informatiques. Alors, ce qui est intéressant, c'est que plus nous ouvrons de portes, finalement, plus les législations en place se mettront en œuvre. On a notamment l'AI Act, qui est mise en place dans le but de protéger le consommateur, de protéger finalement les données qui transitent. Aujourd'hui, typiquement, quand on échange par la voix, on peut transmettre beaucoup plus de données qu'on aurait envie que si on utilisait par exemple un texte ou un clavier. Donc finalement, les régulations sont en train d'être créées. Nous, chez EY, par exemple, nous travaillons beaucoup auprès des entreprises sur la gestion des risques, bien comprendre quelles sont les données qui transitent au travers de ces solutions d'IA génératives. Comment finalement ces données vont être envoyées, vers où, quelles sont les législations qui sont en place, comment on les protège. Et surtout et avant tout, comment on évite ce qu'on appelle le shadow AI, c'est-à-dire le fait que des salariés utilisent une intelligence artificielle au sein de l'entreprise qui va, dans certains cas, favoriser le fait que des données soient envoyées sur d'autres serveurs ou soient rendues disponibles publiquement. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions en tout cas, et on a bien noté que la révolution peut être aujourd'hui informatique, électronique, dans un nouveau monde, que ce soit en voiture, lunettes connectées ou autres, passera par la voix. Merci mille fois d'avoir été notre invité ce soir. Merci beaucoup Christophe, bonne soirée. À la Villa Camélia hier à Cap d'Aille, une journée dédiée aux illustrateurs. Entre dédicaces, conférences et dessins, le musée s'est laissé porter par les crayons et les feutres des artistes. Marie Bonnet-Blanc avec Arnaud Humbert. Ici, les collections d'archives sont restées accrochées au mur pendant que les projecteurs étaient tournés sur les illustrateurs toute la journée. On a voulu donner la part belle aux illustrateurs. Les illustrateurs, c'est un magnifique métier. Il y a quelque chose de très spontané, de très populaire, de très universel. Tout le monde a envie de voir quelqu'un dessiner, voir jaillir un dessin sous ses yeux. L'occasion de se montrer pour ces artistes, sortir de leur atelier et mettre en avant leur talent. Aujourd'hui, j'ai amené, au-delà des livres de coloriage aux éditions Giletta, j'ai amené les cartes postales, les dernières cartes postales que j'ai réalisées pour la Villa et Prussier de Rothschild, des cartes postales sur Nice avec des éléments emblématiques d'architecture et de patrimoine. Une fois la visite terminée, les sourires se lisent sur les visages et même au moment où il faut passer en caisse. C'était parfait, vraiment on est ravis d'avoir fait des connaissances comme ça d'illustrateurs, mais aussi d'en avoir rencontré qu'on suit sur Instagram. Et ça a été une belle rencontre, vraiment, en particulier avec Virginie Broquet. Alors, on a acheté un livre justement de Virginie Broquet. Oui. Voilà, on a eu la chance qu'elle nous dessine en live. En plus, voilà, oui. Chacune. Donc c'est vraiment un beau souvenir et effectivement, c'était très agréable comme moment. Au printemps prochain, la Villa Les Camélias vous donne rendez-vous pour un salon du livre cette fois-ci. C'est l'heure de votre chronique, Ceux qui font Monaco, avec Christinda Petit-Homel qui nous attend pour une leçon très particulière ce soir. Bonsoir Christinda. Aujourd'hui, nous vous proposons, dans Ceux qui font Monaco, de vous faire découvrir une véritable petite pépite, principalement pour vous, les jeunes, qui voulez passer votre permis de conduire. Monaco Bonne Conduite, situé au 7 rue Princesse Florestine, vous accueille ici dans une ambiance jeune et dynamique. Et vous allez le voir, ils vont vous apprendre à conduire, certes sur la route, mais pas que. On est un centre de formation toute catégorie. On propose du permis 50 cm3 jusqu'au permis semi-remorque, en passant par le permis bateau. Donc voilà, on est vraiment un centre toute catégorie depuis peu, depuis que j'ai passé ma formation pour être enseignant du groupe lourd. On a une équipe de 6 moniteurs. Voilà, on est tous diplômés d'État, on a chacun nos petites caractéristiques pour pouvoir proposer toutes ces formations ici dans ce centre. Et puis alors un centre rajeuni. Oui, on a essayé de moderniser un petit peu cette activité qui devenait un petit peu vieillissante. Donc on a essayé de moderniser un petit peu les locaux pour que les jeunes aient envie de venir pour réviser le code, parce que c'est en général ce qui pose un petit peu problème, et ensuite pour faire la pratique. Alors le code, on a 2 solutions. On le révise à la maison, on le révise à l'auto-école avec les moniteurs. Le mieux, c'est de faire un cocktail des deux pour pouvoir avoir le plus de chances de le valider dès le premier passage.
On voit de plus en plus de voitures sans permis. Alors on a la Citroën Ami, si on peut la nommer, on a des petites Twizy également. De plus en plus également de chantiers en principauté, donc c'est que les parents sont un petit peu réticents avec les permis de 2 roues. Donc voilà, on se rabat plus sur ce genre de permis. Les quadricycles légers, voilà, ils font fureur en ce moment, c'est vrai, ces dernières années. À partir de 16 ans, on peut passer le permis pour la Twizy 80. C'est vrai qu'on va passer donc le vrai examen théorique, le 40 questions. Et le point positif, c'est que lors de sa venue, quand il aura 18 ans, il pourra bénéficier de cet examen théorique qu'il aura déjà passé. Donc il n'aura plus que la pratique de la voiture à faire. Qui a dit que passer son permis de conduire était pénible et désagréable? Ici, Monaco Bonne Conduite vous accueille tous les jours avec le sourire. Et vous allez le voir, ce n'est pas si compliqué d'avoir son permis en poche. Et la météo pour ces prochaines heures, c'est avec vous, Christina Petit-Homel. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Eh bien, demain, le temps sera plutôt triste. Des orages le matin, de légères averses l'après-midi, des températures comprises entre 13 et 16 degrés. Et puis sinon, demain, nous dirons bonne fête à toutes les delphines. Comme le veut la tradition, on termine votre journal en images avec à la caserne des sapeurs-pompiers de la Condamine la cérémonie ce matin de passation de commandement. Les photos sont signées Manuel Vitali. On se retrouve demain 19h pour un tout nouveau journal. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous. Et plus que jamais, vous êtes bien sur Monaco Info.